L'assassinat choc du Saint-Pape Jean-Paul II en 1981, quel rôle a joué l'URSS? Le 13 mai 1981, un coup de feu retentit sur la place Saint-Pierre, bouleversant le monde entier. La cible n'était autre que le pape Jean-Paul II, chef spirituel de plus d'1 milliard de fidèles catholiques. L'assaillant, Mehmet Ali Agca, fut immédiatement arrêté. Mais qui était derrière lui? Cet attentat était-il l'acte isolé d'un homme seul ou un complot politique méticuleusement orchestré? Près de 40 ans plus tard, de nouveaux documents déclassifiés issus des archives des anciens États communistes commencent à lever le voile sur ce mystère. Selon le Dr Georges Weigel, biographe du Saint-Pape polonais, son analyse publiée dans la revue First Thing le 17 juillet 2019 soulève de nombreuses questions cruciales sur l'implication de l'URSS dans cet attentat. En croisant ces éléments avec les recherches approfondies de l'historien polonais Andrzej Grajewski, les indices épars de l'enquête forment progressivement une image globale suggérant une possible implication directe du Kremlin. Le Kremlin, Kreml, prononcé Kreml en russe, est un complexe architectural et politique historique situé au cœur de Moscou, en Russie. Non seulement il symbolise le pouvoir russe, mais il abrite également le siège du gouvernement et le bureau du président de la Russie, jouant un rôle équivalent à celui de la Maison-Blanche aux États-Unis. À l'époque soviétique, le Kremlin constituait le centre névralgique des dirigeants communistes, parmi lesquels Lénine, Staline, Brejnev et Andropov. Situé sur les rives de la Moskova, en face de la place Rouge et de la cathédrale Saint-Basile, le Kremlin est une imposante forteresse datant du XVe siècle, comprenant plusieurs palais, églises et tours défensives. Parmi ses symboles les plus emblématiques figure la tour Spasskaya, ornée d'une horloge monumentale, véritable icône de la Russie. Aujourd'hui encore, le Kremlin reste le cœur du pouvoir politique russe, accueillant des réunions de haut niveau et des chefs d'État du monde entier. À la fin des années 1970, l'ascension de Jean-Paul II, un pape polonais issu du bloc de l'Est, suscita une grande inquiétude au Kremlin. Il n'était pas seulement un chef religieux, mais également une figure de proue du mouvement anticommuniste, prônant la liberté et les droits de l'homme, ce que l'URSS percevait comme une menace majeure pour la stabilité du bloc soviétique. En novembre 1979, le KGB, sous la direction de Louri Andropov, émit une directive secrète autorisant l'usage de tous les moyens nécessaires pour contrer l'influence du pape. Peu après, Mehmet Ali Agca, un tueur à gages turc expérimenté, fut soudainement libéré d'une prison militaire sans explication officielle. À sa sortie, il voyagea dans plusieurs pays et reçut un entraînement dans des camps clandestins opérés par les services de renseignement soviétiques et leurs alliés. Des documents récemment dévoilés révèlent qu'Agca avait des connexions troublantes avec le réseau des services secrets du bloc soviétique. Après une rencontre avec un agent soviétique à Téhéran, il se rendit en Bulgarie, un allié fidèle de Moscou, où il séjourna pendant 2 mois dans un hôtel luxueux de Sofia. Tous ces frais furent couverts par un mystérieux ressortissant turc, qui mourut plus tard dans des circonstances inexpliquées. Ces éléments suggèrent que l'attentat contre le pape n'était pas un acte isolé d'Agca, mais le fruit d'une opération de renseignement sophistiquée. Mais existe-t-il des preuves directes indiquant que cet ordre venait de Andropov ou du dirigeant soviétique Léonid Brejnev? Le mystère de l'agenda de Brejnev. Les recherches menées par Andrzej Grajewski sur l'emploi du temps de Léonid Brejnev ont soulevé une hypothèse intrigante. Durant son mandat, Brejnev rencontrait rarement en privé Louri Andropov. Mais entre avril et mai 1981, juste avant l'attentat contre le pape Jean-Paul II, la fréquence de leurs réunions a soudainement augmenté de manière significative. Le 13 mai 1981, jour même de l'attentat, un détail troublant apparaît dans l'agenda de Brejnev.
Le matin, il rencontre une délégation du Congo pour signer des accords. À midi, il retourne à son bureau au Kremlin, mais ne reçoit personne et ne passe aucun appel de l'après-midi. Plus étrange encore, peu après l'attentat contre le pape à Rome, vers 17 h, soit un peu après 18 h à Moscou, Brejnev quitte soudainement le Kremlin pour se rendre à sa résidence privée sans raison apparente. Que signifie ce silence? Un dirigeant de son rang n'a pratiquement jamais un emploi du temps vide, sauf s'il attend un événement important. Ce silence inhabituel pourrait-il signifier qu'il attendait la confirmation d'un plan en cours d'exécution? Après l'échec de l'assassinat du pape Jean-Paul II, ni Brejnev ni Andropov n'ont fait de déclarations publiques notables. Pourtant, certains événements ultérieurs laissent penser que l'Union soviétique a adopté des mesures suspectes. 1. Un silence inhabituel de l'URSS. Après l'attentat, au lieu de condamner l'acte ou de publier une déclaration officielle, Moscou est restée muette pendant plusieurs jours. Cette attitude contraste avec les réactions rapides de l'URSS face aux crises internationales. Ce silence pourrait indiquer que l'URSS a été prise au dépourvu par l'échec du plan ou qu'elle cherchait à effacer toute trace de son implication. 2. Une campagne de désinformation pour brouiller les pistes. Quelques années après l'attentat, le KGB a lancé une campagne de propagande pour nier toute implication soviétique. Selon les archives de l'ancien agent du KGB, Vassili Mitrokhin, Moscou a utilisé des médias pro-soviétiques pour diffuser l'idée que l'attentat aurait été orchestré par la CIA ou des groupes d'extrême droite occidentaux. Cette technique de désinformation était une méthode classique du KGB pour détourner l'attention et semer la confusion. 3. La montée fulgurante d'Andropov. Bien que l'attentat ait échoué, à peine un an plus tard, en novembre 1982, Youri Andropov est devenu secrétaire général du Parti communiste de l'URSS après la mort de Brejnev. Ce fait est remarquable, car Andropov était le premier chef du KGB à accéder au poste suprême en URSS. Certains analystes pensent que cette ascension reflète son rôle central dans la lutte contre le pape et le catholicisme en Europe de l'Est. 4. L'intensification de la répression contre l'Église catholique en Pologne. Après la survie du pape Jean-Paul II, son influence sur le syndicat polonais Solidarność s'est renforcée. En réponse, Moscou a exercé une pression accrue sur le gouvernement communiste polonais pour écraser le mouvement. En décembre 1981, sous l'impulsion du Kremlin, la Pologne a imposé la loi martiale et arrêté des milliers de militants, dont Lech Wałęsa, chef de Solidarność. Cette répression visait clairement à affaiblir l'influence du pape sur les dissidents d'Europe de l'Est. 5. Des morts mystérieuses parmi les acteurs impliqués. Plusieurs figures liées à l'attentat ou possédant des informations cruciales sont mortes dans des circonstances suspectes. Certains officiers des services secrets bulgares, alliés de Moscou, soupçonnés d'avoir joué un rôle dans l'attentat, ont péri dans des conditions troublantes. Cela alimente les soupçons selon lesquels le KGB aurait liquidé ses témoins pour protéger le secret. Conclusion, un complot ourdi au Kremlin? Aucun document officiel ne prouve que Brejnev ou Andropov ait donné directement l'ordre d'assassiner le pape. Mais les indices rassemblés dressent un tableau inquiétant. L'attentat raté contre Jean-Paul II a démontré à quel point l'URSS craignait l'influence du Vatican et de son pape polonais. 8 ans plus tard, en 1989, le mur de Berlin s'est effondré, précipitant la chute de l'Union soviétique. Était-ce un tournant que les conspirateurs de 1981 n'avaient pas anticipé? Le mystère autour de cet attentat demeure entier. Mais une chose est sûre, le pape a survécu,